Bonjour à tous. Moi, l'idée de l'intervention, c'est dans la continuité de ce que vient de faire David, de focaliser en fait sur deux données, deux paramètres donc se focaliser sur deux paramètres qu'on utilise depuis pas mal d'années, qui sont donc le volume des baies. Donc on va discuter un petit peu de ça. Et le second, c'est le chargement en sucre, que vous connaissez. Et on va essayer de caractériser le millésime par rapport à ces deux indicateurs dans le contexte des millésimes historiques, en relation avec les spécificités qui ont été exposées. Pas de zapette. Voilà, pour ces deux indicateurs, en fait, on se base, nous, sur le réseau de parcelles suivi à travers les outils Diostem et Diostem Plus que vous connaissez. Ça nous permet d'avoir une approche un peu macro. On a un certain nombre de parcelles chaque année, en général autour de 5000, 6000 parcelles suivies. Cette année, on a aussi ressenti l'effet du gel, on en a 2 à 3 fois moins, ce qui n'empêche pas d'avoir une vision assez globale de la région que je vais vous présenter. Donc, pour démarrer sur le volume des baies, on s'est intéressé au volume des baies à l'approche de la récolte. Donc pour l'intervention de ce matin, j'ai pris les deux cépages principaux, donc Merlot, Cabernet Sauvignon. Un peu plus de 1000 parcelles de Merlot. Et là, vous avez un petit peu la distribution, donc l'histogramme de distribution des volumes de baies à récolte sur l'ensemble des parcelles. Donc, de ce type de graphique, il y a deux paramètres qui vont nous intéresser. Le premier, c'est la valeur moyenne. David en a parlé un petit peu précédemment. On est autour de 1,30, 1,35 millilitres par baie pour le Merlot. On le verra en suivant, c'est plutôt une valeur moyenne, globalement en termes de volume. Ensuite, le second paramètre, c'est la variabilité. Vous voyez qu'elle est relativement importante. On a eu des parcelles avec des toutes petites baies de l'ordre du millilitre, voire un petit peu moins, et des baies aussi beaucoup plus grosses qui approchaient les 2 millilitres, donc une diversité assez marquée. Et si on regarde le coefficient de variation, donc l'écart type sur la moyenne, on est autour de 16% sur cette année. Donc si on repositionne ça dans le contexte des 12 derniers millésimes, en démarrant sur 2006, globalement, donc la ligne pointillée verte va marquer la moyenne sur les derniers millésimes. On est à 1,36, donc globalement, on a trouvé sur ce réseau de parcelles que 2017 se caractérisait par des baies de taille moyenne, notamment si on compare à 2014 ou 2008. L'explication de ça, je pense que ça a été donné par David, c'est qu'il y a eu quand même de la contrainte précoce qui a évité un grossissement important des baies, contrairement par exemple à 2014 qui se caractérisait par l'absence totale de contraintes, donc un grossissement important des baies. Sur le Cabernet Sauvignon, un petit peu moins de parcelles, globalement un volume autour de 1,1 millilitre, un écart type de 0,16, donc avec un coefficient de variation de 14% en termes de diversité. Vous voyez aussi que sur l'amplitude, on va du simple au double, des petites baies de 0,8, 0,9 millilitres, jusqu'à 1,6, ce qui est assez conséquent pour du Cabernet. Dans le contexte des derniers millésimes, on retrouve ce côté un peu moyen des tailles de baies. On est quasiment sur la valeur moyenne sur les 13 dernières années pour 2017, avec sûrement les mêmes explications que pour le Merlot. Alors, dans une année compliquée avec ce contexte de gel, une des questions qui est ressortie assez tôt au printemps, c'était la question de l'hétérogénéité. Ça a été présenté par Massimo sur le développement des grappes. Là, ce qu'on a regardé, en gros, c'est la variabilité interparcellaire sur ce critère de taille de baie. Ce qu'on constate, c'est que sur les deux cépages, globalement, on est autour de 14-15%, l'écart type sur la moyenne. Et quand on regarde dans le contexte historique, finalement, on a une variabilité interparcellaire, encore une fois, qui est assez moyenne. On a eu des millésimes plus hétérogènes, 2016 notamment sur ce paramètre-là, 2008, 2009. Donc pas forcément une hétérogénéité plus importante interparcellaire. On s'est intéressé aussi à l'hétérogénéité intraparcellaire. Alors ça, c'est un indicateur un peu particulier. En gros, vu qu'on a accès à la donnée baie par baie du volume, on va regarder sur chaque prélèvement la distribution et la variabilité de ce prélèvement. Donc là, on va parler de variabilité intraparcellaire, certes liée au prélèvement. Donc on a comparé 2017 et 2016, pareil sur les deux cépages principaux. On constate qu'on n'a pas plus de variabilité non plus sur ces deux cépages sur le millésime. Donc comme élément de réponse à cette question,
sur le réseau utilisé, sur le paramètre volume des baies, on n'a pas constaté d'hétérogénéité plus marquée que sur les millésimes précédents. Le troisième point qui nous intéresse sur le volume, c'est l'évolution finale. Vous savez tous que dans les situations classiques, les volumes de baies ont tendance à diminuer à l'approche de la récolte, ce fameux phénomène de concentration. Là, ce qu'on a regardé, c'est sur les derniers millésimes, la variation finale de volume des baies, alors qu'on exprime en pourcentage du volume sur une plage d'une semaine, de 7 jours, pour normaliser un petit peu cet indicateur. Donc ce sont les valeurs moyennes qui traduisent des hétérogénéités relativement importantes, comme chaque année, mais ça donne une vision un petit peu globale. Ce qu'on a constaté sur 2017, vous voyez tout à droite du graphique, c'est que aussi bien sur le Merlot que sur le Cabernet Sauvignon, globalement, à l'approche de la vendange, les baies étaient toujours en légère augmentation de volume, alors lié à la pluviométrie, ce qui a été présenté tout à l'heure. Sûrement lié aussi au régime thermique, ça a été une fin de saison plutôt fraîche, plutôt humide. Donc on a peu observé de concentration, encore une fois en moyenne, ce qui explique aussi les IPT relativement modérés, voire bas, et les degrés à récolte qui n'étaient pas si élevés que ça, malgré un chargement en sucre plutôt important, ce qu'on va voir en suivant. Et à titre d'illustration, voilà, en moyenne, globalement, on est toujours autour de 3, 4, 5% par semaine de perte de volume sur les dernières semaines avant la récolte. Donc pour résumer un petit peu ça, nous, les conclusions qu'on a pu tirer sur ce paramètre de taille de baie, plutôt des baies de taille moyenne, enfin dans la moyenne en tout cas des 12-13 dernières années, des niveaux d'hétérogénéité inter- et intraparcellaire qui étaient plutôt standards, plutôt dans la moyenne des derniers millésimes. Et surtout, l'aspect notable, c'était cette absence au global de concentration finale de perte de volume, qui aura donc eu un impact sur les équilibres sucre-acide et phénolique. Donc deuxième point concernant le chargement en sucre, alors un petit rappel sur ce qu'on entend par chargement en sucre. Bon, la plupart d'entre vous doivent être au fait de tout ça, mais en gros on va suivre l'évolution de la quantité de sucre par baie, exprimée en milligrammes, qu'on va estimer en multipliant le volume des baies par la concentration en sucre du mou issu de ces baies. Et globalement on obtient ce genre de courbe. À partir de la véraison, une phase de chargement actif, et ensuite un plateau. La date qui va séparer ces deux phases va être qualifiée de date d'arrêt de chargement en sucre. Et ce qu'on va regarder en particulier à cette date, c'est le degré potentiel ou la concentration en sucre à laquelle se trouve le raisin. Donc on va utiliser ces deux indicateurs en fait comme marqueurs de qualité de maturation, on va dire. C'est un paramètre assez intégratif, assez physiologique, qui va traduire le comportement de la plante pendant cette phase de maturation et nous amener des informations sur ce qui s'est passé au cours de cette phase. Donc sur ce graphique, vous avez le degré potentiel à l'arrêt de chargement en sucre en fonction de la date d'arrêt d'accumulation des sucres, chaque point étant une parcelle positionnée dans ce graphique. Ce qu'on constate là, sur ces 1200 parcelles de Merlot en 2017, c'est globalement une variabilité importante, mais on va le voir, c'est assez classique. Chaque année, pour le Merlot comme pour le Cabernet, on a ce type de nuage de points avec des parcelles très précoces. Vous le voyez, des arrêts d'accumulation de sucre sur la dernière semaine d'août avec des niveaux de concentration assez importants, 12,5, 13, voire 13,5. Donc des maturations rapides, précoces et entre guillemets normales avec des niveaux de concentration assez classiques. Et à l'inverse, des parcelles beaucoup plus tardives avec des arrêts à haut degré, mais autour du 9, 10, 15 septembre. Donc une diversité à la fois sur la concentration en sucre à l'arrêt d'accumulation des sucres et sur la date d'arrêt d'accumulation de ces sucres. Ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est les valeurs moyennes issues de ce nuage de points. Alors sur 2017, pour le Merlot, globalement, arrêt plutôt précoce, 2 septembre, ce qui est relativement tôt, on va le voir en suivant, et à un degré moyen plutôt élevé, 12,7. Ça va faire partie des degrés les plus hauts enregistrés depuis 2006. Donc, ce qu'on va regarder aussi en particulier, c'est qu'avec l'expérience que l'on a de ces indicateurs, on va considérer que le Merlot, dans les situations bordelaises, doit, entre guillemets, accumuler les sucres au moins jusqu'à 12 degrés, dans le cadre d'une maturation normale, d'une vigne équilibrée, en contrainte modérée, etc. Donc on va utiliser ce seuil de 12 degrés et regarder la proportion de parcelles qui a atteint ce seuil en phase d'accumulation de sucre. Cette année, on est autour de 80%, ce qui est relativement important. Donc peu de parcelles en blocage de chargement ou en sous-maturation. Alors, un petit zoom, on va descendre un petit peu d'une échelle sur des
différentes zones que l'on a pu travailler cette année. Encore une fois, ce sont des valeurs moyennes qui traduisent une diversité importante, hein, aussi bien dans chacune des régions qui ont été travaillées. Ce qu'on constate globalement, c'est que les arrêts d'accumulation des sucres pour les merlots ont été plus précoces sur le Médoc, hein, dès la fin août, 26 août, ce qui est très très tôt, c'est quasiment le plus précoce de ce qu'on ait pu enregistrer, avec un degré qui était au-dessus de 12, hein, je crois de 12,2 ou 12,3 en moyenne. Donc maturation rapide et précoce pour le Médoc. Un peu plus tardif, mais avec des niveaux de chargement importants pour le Libournais et l'Entre-deux-Mers. Le Nord Gironde étant un petit peu intermédiaire en termes de date et surtout un petit peu plus bas en termes de concentration. Alors, si on repositionne ces valeurs moyennes régionales dans le contexte historique, vous constatez que 2017, on le retrouve en haut à gauche. Donc en haut à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire des arrêts d'accumulation précoces avec des degrés hauts. Et c'est le plus haut et quasiment le plus précoce qu'on ait enregistré depuis 2006, mis à part 2011, mais vous le voyez avec un niveau d'accumulation beaucoup plus bas, des arrêts autour de 11,3 en termes de degrés. Donc ça, les facteurs explicatifs, je pense que David l'a bien présenté, c'est que il y a eu une contrainte hydrique modérée, plutôt idéale entre guillemets, sur une période idéale également, c'est sur la phase véraison arrêt de chargement. Globalement, on est rentré en phase de contrainte, ce qui explique des vitesses de chargement en sucre que je ne vais pas présenter là, mais qui sont globalement plus élevées aussi que la moyenne, et donc un arrêt d'accumulation à gros degrés. À mettre en relation aussi avec l'évolution finale du volume de baie, c'est-à-dire que si à récolte les degrés n'étaient pas si hauts que ça, c'est qu'on n'a pas eu de concentration. Sachant qu'avec un degré moyen à l'arrêt de 12,7, 10% de perte de volume, ça fait prendre un degré à peu près, on finit facilement à 13,7, 14, ça n'a pas été le cas. Et c'est vraiment lié à cette absence de concentration finale des baies. Donc justement, en regardant les facteurs explicatifs, les facteurs thermiques ne semblaient pas être très significatifs. C'est vraiment Alors, depuis quelques années, on reprend cet indice de confort hydrique qui est publié par l'ISVV. Vous devez connaître le site Bordeaux Raisin. Donc c'est Philippe Pierry qui sort cet indice, issu du bilan hydrique aussi, mais exprimé en pourcentage, hein, en indice de confort. Et ce qu'on constate notamment sur le merlot, c'est que sur les derniers millésimes, on a une relation qui est plutôt assez bonne en fait. Et ce qui traduit le fait que l'aspect hydrique entre véraison et arrêt d'accumulation des sucres, chaque année, ça ressort comme le driver principal en gros de la dynamique de maturation. On le retrouve aussi sur 2017. Et on retrouve en gros les millésimes à contrainte modérée pendant la phase de chargement, 2010, 12, 16 et 17 qui ressortent très clairement. Et à l'extrême inverse, vous avez 2007 par exemple, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça c'était pour le merlot. On va regarder un petit peu le cabernet sauvignon, même si on a un petit peu moins de parcelles, ça permet aussi d'avoir cette approche un petit peu régionale. Donc à nouveau le degré de chargement en sucre, enfin le degré à l'arrêt de chargement en sucre en fonction de la date d'arrêt de chargement. On retrouve une diversité importante aussi pour le cabernet. Vous voyez des arrêts très précoces à la fin août, ce qui est hyper rare sur le cabernet, sur des degrés très hauts, hein, 12, 12,5 fin août, c'était assez exceptionnel. À l'inverse, on a aussi des parcelles en blocage, hein, des parcelles un peu sous contrainte. Et effectivement, en fonction des types de sols, en fonction des situations, comme l'a présenté David, on a eu des arrêts de chargement aussi fin août à 10 degrés, 10,5, ce qui est un petit peu problématique pour le cabernet et lié à de la contrainte hydrique un peu trop marquée, a priori. Sur les valeurs moyennes, on est un peu plus tardif que le merlot, une petite semaine de décalage, un arrêt au 8 septembre en moyenne, à 11,8, ce qui est plutôt pas mal pour le cabernet. Et en termes de proportion, alors le seuil sur le cabernet sauvignon est un petit peu plus bas que pour le merlot, on le positionne à 11,5 degrés. En gros, on considère qu'un cabernet sauvignon qui arrive à accumuler ses sucres jusqu'à au moins 11,5 a eu une maturation classique, correcte. Et là, on a un peu plus des 2/3 des parcelles qui ont atteint ce seuil en phase de chargement. Donc dans le contexte historique, là, sur le cabernet sauvignon, on retrouve que 2017 se détache peut-être encore plus nettement que pour le merlot. On a atteint un degré à l'arrêt d'accumulation des sucres relativement haut, comparable à 2009, 2010, voire 2012. Par contre, avec une anticipation relativement importante, hein, de l'ordre de 2 semaines. Donc un arrêt précoce à haut degré sur le cabernet sauvignon également. Une petite variation aussi entre les différentes zones. Donc là, on a ressorti 3 zones qui avaient un nombre suffisant de parcelles pour être représentatives.
On retrouve le Nord Gironde, plutôt précoce, mais avec des degrés un petit peu plus faibles. Tout en haut à droite, la partie médocaine, donc un arrêt un peu plus tardif, hein, après la mi-septembre, sur un degré moyen à 12,4, ce qui est relativement élevé, et l'entre-deux-mer un petit peu entre deux, comme son nom l'indique. Donc pour conclure sur le chargement en sucre, ce qu'on a trouvé de significatif nous sur 2017, c'est que globalement, et vous l'avez vu, c'est des arrêts précoces, voire très précoces, par contre avec un haut niveau de concentration, avec des degrés potentiels à l'arrêt d'accumulation importants. Donc encore une fois en moyenne, et ça traduit des variabilités interrégionales relativement importantes, notamment sur les aspects hydriques, comme ça a été souligné tout à l'heure. Alors juste une petite ouverture par rapport à ces données. Ce qu'on a essayé de regarder, c'est l'évolution en fait sur les 12 dernières années de ce degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres sur les deux cépages, pour essayer d'avoir une tendance. Alors, bon, on dirait 12 ans, c'est peut-être un peu court pour avoir une tendance, mais quand même. On trouvait ça intéressant dans le cadre du réchauffement climatique, comme ça a été présenté en début de matinée. L'évolution de la contrainte hydrique également, on a vu que c'était très impactant sur cette phase de maturation. Ce qu'on constate, donc en vert, vous avez les millésimes du Cabernet Sauvignon. Globalement, la régression est horizontale. Bon, les R2 sont très mauvais, ce qui est logique, on a une variabilité forte intermillésime. Mais la tendance est plutôt à l'horizontale, donc vous voyez un arrêt moyen autour de 11,4 à peu près pour les Cabernet Sauvignon depuis 2006. A l'inverse, sur le Merlot, les points bleus, on a une tendance à l'augmentation. Et globalement, c'est 1 degré de plus à l'arrêt d'accumulation des sucres en 12 ans. Donc relativement notable. On va suivre sur les prochains millésimes si cette tendance se confirme, sachant que le Merlot est un très bon accumulateur de sucre. Dans d'autres pays, d'autres régions, on a facilement des arrêts d'accumulation à 14, 14,5, 15. Hein, ce qu'on retrouve sur certaines parcelles d'ailleurs de Bordeaux. Mais en termes de valeur moyenne, pour l'instant, on est dans les 12,5 à peu près. On peut envisager 13, 13,5 en fonction des conditions climatiques. Et une petite dernière slide pour terminer. Ceux qui étaient là l'année dernière s'en rappellent peut-être, Jacques Dupont du Point était là. Je l'avais mis un petit peu pour l'anecdote. Donc ça, c'est la note du millésime Bordeaux rive droite, publiée par Le Point. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, vous me direz, c'est un avis de journaliste. Nous, ce qui nous amuse un petit peu là-dedans, c'est qu'on trouve une très bonne corrélation sur les merlots, du coup, donc rive droite, avec le degré potentiel à l'arrêt d'accumulation des sucres. L'année dernière, les notes de 2015 et 2016 n'étaient pas sorties. On avait supposé que ce serait 4 étoiles. Bon, on a 2 sur 2, effectivement, c'est 4 étoiles pour 15 et pour 16. 2017, vous voyez, on est un petit peu entre 4 et 5, bon, sachant qu'il n'y a pas que la qualité du raisin qui va impacter le millésime, position de récolte, état sanitaire, vinification, etc. Vous savez mieux que moi. Mais voilà, on a quand même une relation assez claire avec la qualité du raisin sur le Merlot rive droite. En tout cas. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Si vous avez des questions.